Bonjour, dans cette vidéo, on s'intéresse à la description de systèmes combinatoires avec des process. Alors, ce n'est pas la méthode la plus généralement retenue, celle qui utilise des process pour décrire un système combinatoire, mais c'est quelque chose de possible, donc on s'y intéresse. Alors, un premier exemple très simple avec une porte E. Et on va voir différents process qui permettent de décrire cette porte E. D'abord, un process tout simple qui prend en compte les deux entrées, entrée 1 et entrée 2 de la porte E, dans la liste de sensibilité du process. Et on décrit la porte E à partir d'une simple équation en affectant le signal de sortie. Deuxième possibilité, vous allez me faire remarquer qu'elle est plus longue. C'est pas tellement l'intérêt de la porte E c'est pas tellement la porte E qui nous intéresse ici. C'est davantage ce qu'on peut faire dans un process. Donc ici, process entrée 1, entrée 2, on réagit toujours aux deux entrées. Et on décrit notre système, cette fois-ci, avec des structures de type if, then, else. Donc, si entrée 1 égale 1 et entrée 2 égale 1, ce qui correspond à un et, alors sortie reçoit 1, sinon sortie reçoit 0. Fin du si. Donc là, on retrouve explicitement ce qui correspond à un et décrit avec des structures conditionnelles. Autre variante possible, une variante qui va permettre de vectoriser les entrées. Donc ici, je déclare un signal. Ce signal, c'est un vecteur de STD logique avec une seule dimension, mais deux éléments. Donc entrée, eh bien, je considère que c'est la concaténation de entrée 1 et entrée 2. Alors attention, le symbole éperluette qui apparaît ici, c'est le symbole qui correspond à l'opérateur de concaténation. Ça veut dire que je vais agglutiner les bits, les STD logiques, les uns aux autres, de façon à former un STD logique vector. On a déjà vu ça dans les leçons précédentes. Et on utilise une structure de type case signal is, ou case variable is, pour pouvoir tester les différents cas et affecter la sortie. Donc quand entrée prend la valeur 1, 1, sortie reçoit 1. Sinon, pour tous les autres cas, sortie reçoit 0. Et le end case signifie la fin de la structure case end case. Donc on a vu trois façons possibles d'aborder comme ceci un système combinatoire. Alors si on regarde le résultat de simulation, dans les trois cas, on obtient la même chose. C'est une simulation qui a été réalisée ici au niveau du code source avec le logiciel Vivado. On peut regarder également ce que ça donne en termes de placement routage. C'est assez intéressant. Donc ce placement routage, je l'ai effectué dans des Zinc 7010. C'est le Zinc qu'on trouve sur la carte Zibo. Donc c'est déjà un gros FPGA dans lequel on va trouver également deux cœurs ARM. Eh bien, on peut constater que ce placement routage utilise uniquement un LUT et pas de bascule en sortie. Donc il n'y a pas de mémorisation. Ça veut bien dire qu'on a une sortie qui est combinatoire. Alors au niveau du LUT, si on zoome un petit peu, voilà ce qu'on trouve. Et dans le logiciel Vivado, on peut trouver la table de vérité correspondant à ce LUT. C'est bien celle d'une porte E. Allez, un autre exemple, pour que ce soit un peu plus intéressant, un multiplexeur 4 voies vers une voie. Donc le multiplexeur, je vous rappelle, c'est un système qui, à partir de n entrées, ou plutôt 2 puissance n entrées, permet d'obtenir une sortie. Donc en fait, il s'agit d'un sélecteur qui fonctionne avec une information de sélection. Donc sélection égale 0, 0, alors sortie reçoit l'entrée 0. Si sélection égale 0, 1, alors la sortie reçoit entrée 1. Donc on voit bien un commutateur se déplacer ici en fonction de la valeur de sélection. Plus généralement, la sortie recevra finalement entrée indice, la valeur indiquée par sélection. Alors il y a différentes approches qui permettent de mettre en place ce multiplexeur et de le faire éventuellement avec des process comme on l'a vu tout à l'heure. Première approche, c'est une approche où on va donner une valeur par défaut à la sortie et en fonction de la sélection ensuite, on utilise des if, then, else, and if pour pouvoir affecter la bonne entrée sur la sortie. Donc si la sélection est à 0, sortie reçoit l'entrée 0. Si la sélection
égale 0,1, sortie reçoit entrée 1, etc. Et on couvre comme ça les différents cas de figure. Et en plus, dans tous les cas possibles, de toute façon, on a affecté la sortie en lui mettant un 0. De la même façon, je peux utiliser la structure case avec la valeur de sélection. Donc sélection, c'est une grandeur vectorielle. Quand sélection vaut 0, 0, eh bien sortie prend la valeur entrée 0. Quand sélection vaut 0, 1, sortie prend la valeur entrée 1. Et pour tous les autres cas, je précise une valeur, je dis que sortie reçoit 0. Donc c'est intéressant, ça nous permet de voir de façon un peu plus détaillée comment fonctionne cette structure case du VHDL. Et puis on poursuit avec une autre approche qui va maintenant utiliser une boucle. Donc on va disposer d'un indice de boucle noté i. Donc ici c'est une variable. Dans un process, je peux déclarer une variable. Attention, une variable, ce n'est pas un signal. Une variable, c'est quelque chose qui disparaît en dehors du process. C'est vraiment un artifice qui permet de générer des lignes de code en quelque sorte. Deuxième variable, entrée, stdlogic vector 3 donne to 0. Il s'agit en fait de regrouper les 4 entrées sous la forme d'un vecteur. Donc c'est un exemple un peu plus sophistiqué. Donc je commence par initialiser ma sortie à 0 et entrée, je fais en sorte que ce soit la concaténation de entrée 3 avec entrée 2, avec entrée 1, avec entrée 0. Donc maintenant, entrée, ça représente mes 4 entrées regroupées sous la forme d'un stdlogic vector. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on parcourt ce vecteur avec un indice de boucle qui va donc de 0 jusqu'à 3. Je vous rappelle que le vecteur a été défini de 0 à 3 ici, avec un 3 donne to 0. Et si i, c'est-à-dire l'indice de ma boucle, est égal à un unsigned de sélection, et bien dans ce cas-là, sortie reçoit entrée de i. Donc l'élément à l'indice i qui se trouve dans le vecteur entrée, ce qui correspond en fait à l'entrée indice i en quelque sorte. J'ai initialisé sortie au départ, donc par conséquent, j'ai prévu de toute façon tous les cas possibles. Ce qui veut dire qu'à l'issue de ce process, eh bien, on a réalisé la même chose que dans les process précédents avec une approche différente. Et on a effectivement un système combinatoire. La sortie prend une valeur quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est important de le constater, c'est que dans tous les cas de figure, j'ai effectivement un système qui est combinatoire parce que j'ai prévu tous les cas possibles dans les différentes possibilités. Donc il n'y a pas de passage possible dans le process sans qu'il n'y ait d'affectation de sortie. C'est donc bien un système qui va être combinatoire. Un résultat de simulation, donc toujours avec Vivado, je présente une alternance sur les différentes sorties, un vecteur de sélection qui évolue dans le temps, et on voit que quand sélection est égale à 0, bien on récupère la valeur qui correspond à entrée 0, toute la séquence temporelle de entrée 0. Quand sélection est égale à 1, on récupère la séquence correspondant à entrée 1, etc. Au niveau du placement routage, eh bien, on retrouve ici un LUT unique, pas de mémorisation en sortie, on a bien quelque chose qui est combinatoire. Ce LUT, dans le cas des Zinc, c'est toute la structure Artix 7 de chez Xilinx, eh bien, on dispose de LUT qui ont 6 entrées. Ça tombe bien parce qu'on a en fait une équation à 6 entrées ici à résoudre. Entrée 0 jusqu'à entrée 3, ça nous fait 4 entrées, plus les 2 entrées de sélection. Donc ça donne finalement une table de vérité de 32 lignes, puisqu'on a 6 entrées. Et cette table de vérité de 32 lignes, elle est implantée dans ce LUT. Donc pas de mémorisation, on en a déjà parlé. Le système est bien combinatoire. Alors, une dernière chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est de voir qu'est-ce qu'il se passe si finalement la sortie n'est pas affectée au moment du passage dans le process. Donc on imagine que le process a été déclenché par un des signaux présents ici dans la liste de sensibilité, mais on n'a pas affecté de façon systématique le signal de sortie. On n'a pas prévu certaines configurations. Par exemple, ici, on va se limiter à
système qui est un multiplexeur de 3 vers 1. Donc je laisse de côté l'entrée entrée 3 que j'avais précédemment. Hein. Je ne garde que entrée 0, entrée 1, entrée 2. Et donc ma boucle, eh bien, elle va se limiter à l'intervalle ici 0 jusqu'à 2. Et en plus, j'initialise pas mon signal sorti à 0. Donc, avec la boucle, je prends en compte les possibilités d'avoir sélection égale 0, 1, 2, et j'affecte à la sortie l'entrée correspondante. Mais en procédant de cette façon-là, je n'ai pas prévu toutes les possibilités. En particulier, je n'ai pas prévu que sélection puisse être égale à 3, c'est-à-dire 1, 1 en binaire. Alors, la conséquence, c'est que quand je ne prends pas le cas numéro 3 en compte, hein, c'est-à-dire sélection égale 1, 1, j'ai une implémentation qui maintenant fait apparaître ici une bascule de mémorisation. Donc ça, c'est franchement un aspect intéressant, hein, c'est qu'on voit que le fait de ne pas coder correctement notre système combinatoire avec un process, ça aboutit à un système qui effectue une mémorisation. En plus de ça, c'est une mémorisation qui, normalement, devrait être asynchrone. Donc le LUT effectue une partie du calcul, mais effectivement, j'ai un système avec une mémorisation, donc quelque chose qui est plus complexe en plus. Et plus complexe, ça veut dire que je prends davantage de ressources dans le composant, mais en plus de ça, par des phénomènes de rebouclage, j'aurai en plus des temps de calcul qui pourront être plus importants. Donc si toutes les combinaisons d'entrée du système combinatoire ne sont pas décrites, eh bien, le résultat final fait appel à une mémorisation et c'est quelque chose qui n'est pas optimum. Alors, ça veut dire que, sauf si on a des besoins particuliers, par exemple de simplicité, on évitera d'utiliser un process pour pouvoir réaliser un système combinatoire. Alors, vous allez me dire, je vous ai proposé une vidéo pour pouvoir décrire un système combinatoire avec des process, et puis là maintenant je vous dis que ce n'est pas possible. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. J'ai montré que c'était possible. Et même, je vous propose une autre vidéo par la suite qui vous permettra de voir qu'en utilisant une fonction, eh bien, on peut faire une description identique à celle qu'on réalise dans un process. Simplement, on a la garantie, de par le fonctionnement des fonctions, que le résultat sera combinatoire. Donc, pour décrire un système combinatoire, on préférera une approche par fonction qui nous permettra d'avoir une programmation identique à celle qu'on a dans un process. C'est ça qu'il faut retenir de cette vidéo. Et donc, je vous invite à voir la vidéo flash qui concerne l'écriture de fonctions pour décrire un système combinatoire. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo un petit peu longue. Il y a des aspects qui sont un petit peu pointus, mais qui sont tout de même très intéressants parce qu'ils vous permettent de voir comment on utilise des différentes structures du langage VHDL à l'intérieur de process. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez le droit de le dire. Moi, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'encourage à en faire d'autres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.